telle que la mésologie a initialement été proposée par Charles Robin, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises les fois précédentes. Charles Robin, qui était ce médecin, disciple d'Auguste Comte, qui, le 7 juin 1848, a proposé une mésologie comme l'une des tâches fondamentales de la biologie. Le 7 juin 1848, c'est le jour inaugural de la fondation de la Société de biologie française. Charles Robin donc, était un positiviste, disciple d'Auguste Comte, et un fieffé positiviste. Par exemple, en 1872, quand l'Académie des sciences se proposait d'élire Charles Darwin, il a été de ceux qui s'y sont opposés à l'élection de Darwin à l'Académie des sciences française. Et les raisons qu'il en a données, c'est que la théorie de l'évolution ne répond pas aux critères de la science expérimentale. Il n'y a pas de preuves données par la science expérimentale de la théorie de l'évolution. Donc en 1872, Darwin n'a pas été élu. Il a été élu en 1878, quand même. Le pauvre est mort 4 ans après. Enfin, ce n'est pas ça qui l'a tué, mais vous voyez que des choses, des théories qui ont marqué l'histoire, comme la théorie de Darwin, du point de vue positiviste, c'est-à-dire d'un strict point de vue de Umgebung, pose des problèmes. Donc, ce que Charles Robin, pas Darwin, Charles Robin donnait comme tâche, assignait comme tâche à la biologie, c'était notamment de construire une mésologie en tant que définie comme la science des rapports qui s'établissent entre les êtres vivants et leur entourage, autrement dit leur milieu. C'est le mot employé par Robin, c'était milieu, mais milieu dans le sens que nous donnons aujourd'hui à Umgebung. Non pas milieu au sens que j'essaye d'exposer en tant que mésologie. Donc il y a eu une évolution depuis. Je rappelle très brièvement que la mésologie, après avoir fleuri un certain temps, au XIXe siècle, s'est petit à petit étiolée devant la montée de l'écologie, qui, elle, est apparue une vingtaine d'années plus tard, même exactement 20 ans plus tard, quand le mot de écologie a été créé par, allez, ça me sort de la tête, mais vous le savez tous. Haeckel. Oui, c'est ça, Ernst Haeckel. Alors, donc, Haeckel propose écologie, qui est devenue écologie en français, en 1868. Et petit à petit, cette science de l'environnement s'est imposée, comme vous le savez. Mais donc, la mésologie s'est étiolée. C'est très amusant de voir comment, après avoir eu droit à de plusieurs colonnes, je ne sais plus exactement combien, dans le Grand Larousse du XIXe siècle, et même dans la première édition du Petit Larousse, en 1906, je crois, il y a un article mésologie qui est très court, mais le mot existe pour le Petit Larousse dans la première édition. Puis il disparaît. Cherchez dans le Petit Larousse aujourd'hui, il n'y a plus de mésologie. Dans les années 30, 1930, résurgence de la mésologie, d'abord dans les travaux d'Uxküll, parce que le petit livre mondialement connu où Uxküll expose sa science du milieu, Umweltlehre, publié en 1934 dans la version évidemment allemande, ça résume des décennies de recherche. Donc en fait, il avait ça en tête depuis longtemps avant, mais le livre date de 1934. Et ça, c'est pour les sciences de la nature. Au même moment, quasi, puisque c'est en 1935, le philosophe japonais Watsuji présente une théorie tout à fait comparable, mais cette fois-ci pour les milieux humains.
donc à un autre niveau ontologique. Mais c'est la même idée de base, à savoir que le milieu ne doit pas être confondu avec l'environnement parce qu'il suppose un sujet. Il suppose un sujet. Un sujet qui va interpréter l'environnement en tant que son propre milieu. Et là, on pourrait même parler d'une révolution supplémentaire dans les sciences de la vie. Après celle de Darwin, il y aurait celle d'Uxkull qui a été le premier à reconnaître vraiment comme sujet le vivant. Et textuellement, il dit bien le sujet. Et c'est la même chose que pose Ratsuzi à propos des milieux humains. Donc, ces deux penseurs, comme j'en ai déjà parlé souvent, je n'insiste pas, ils ont établi le premier, c'est Uxkull, au niveau ontologique du vivant en général, et Ratsuzi au niveau ontologique de l'humain en particulier. Cette distinction révolutionnaire, c'est vraiment une révolution entre le milieu au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire le sens objectif de l'environnement. Aujourd'hui, on ne dit plus milieu, on dit l'environnement, d'une part, et d'autre part, le milieu au sens mésologique du terme, supposant une interprétation par un sujet vivant. C'est-à-dire l'environnement pour autant qu'il existe pour un sujet quelconque, que ce soit une espèce vivante ou une culture ou une personne. Donc, c'est en tant que milieu, c'est-à-dire en termes de milieu, que les choses de notre environnement existent pour nous, et en particulier, je reviens au cas des Huichol, que peut exister un portail cosmique. Ces choses-là cela donne non seulement naissance à ce qui est le milieu propre du sujet concerné ou des sujets concernés, mais c'est vraiment un monde qui apparaît. C'est ce qu'on appelle une cosmophanie. Cosmophanie. C'est phaino qui veut dire apparaître, et cosmos, c'est l'ordre général du monde. L'ordre général qu'on voit dans le monde. Ça, c'est cosmos. L'apparaître d'un monde, cosmophanie, avec cet ordre éco-techno-symbolique, dans lequel les choses sont liées, dans lequel les choses sont concrètement liées, c'est-à-dire elles évoluent ensemble, elles croissent ensemble. Alors c'est ce qu'on appellera la concrescence. Le croître ensemble, des choses telles qu'elles existent concrètement dans un milieu humain ou animal ou végétal. C'est tout vivant. En revanche, pour la modernité, dans le paradigme de la modernité, paradigme scientifique tout particulièrement, le sujet humain, il est face à un environnement objectif. Alors il peut projeter des vues subjectives, arbitraires sur cet objet, mais la réalité, de ce point de vue, c'est l'objet lui-même, c'est l'environnement en soi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est faire abstraction de notre existence. Cette abstraction est, par définition, elle est décosmisante. C'est la décosmisation moderne. Décosmisation qui conduit à une acosmie. Parce qu'un univers-objet, ça n'est plus un monde, ça n'est plus un cosmos. Au XXe siècle,
tout le courant phénoménologique, en particulier la phénoménologie herméneutique de Heidegger, s'est élevé contre cette décosmisation. Et la mésologie participe de ce courant, de cette réaction contre la décosmisation moderne. Donc c'est en termes de milieu, en termes de Umwelt, que s'établissent les en tant que sont des prises médiales ou prises écotechnosymboliques, ce qui en allemand, en tant que, se dit als. Et c'est un terme que Heidegger a utilisé à profusion dans un cours de 1929-1930 qui a été édité beaucoup plus tard, après sa mort, sous le titre « Les concepts fondamentaux de la métaphysique ». Les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude. Et ce qui donne naissance à un monde, à l'apparaître d'un monde, c'est ça, c'est als, c'est saisir. Il n'emploie pas exactement les mêmes manières de dire, mais ça revient fondamentalement à cette idée que saisir est en tant que quelque chose. En tant que quelque chose qui donne naissance à cette chose, qui n'est pas un objet. Un objet, c'est S pur. Et une chose, c'est S en tant que P. Donc Uexküll, pour sa part, il montre cela, et il le montre de manière scientifique, c'est-à-dire par l'expérience, par l'expérimentation. Il montre que les choses dans la réalité d'un animal ne sont jamais un objet. Jamais un objet. Un animal ne peut pas entrer en relation avec un objet en tant que tel. Il l'écrit textuellement. Ne peut pas entrer en relation avec un objet en tant que tel. Et donc il en montre différentes preuves expérimentales, notamment celle-ci. Alors je ne sais plus à propos de quel animal. C'est un lapin ou autre animal, mais on va dire lapin. Mâle et femelle. Bon, la nature veut que le mâle soit attiré par la femelle. Bien. Donc, il prend une femelle en chaleur et il la met sous cloche. Visible, mais sous cloche. Et il pose à côté un lapin mâle qui, normalement, naturellement, doit vouloir s'accoupler avec la femelle. Or, il ne lui témoigne aucun intérêt. Aucun intérêt. Parce que, et ça c'est l'expérience qu'il montre, l'avoir mis sous cloche empêche les phéromones de se déplacer et donc d'atteindre le mâle. Et le mâle ne ressent aucun intérêt, il ne le regarde même pas. C'est dire que un animal n'entre pas en relation avec un objet. Elle est là, objectivement. Elle est là, mais elle n'existe pas, quasi, comme si elle n'existait pas. Donc, dans la réalité, pour le vivant, pour l'animal en l'occurrence, la réalité est marquée de tonalité. Ton, T-O-N, c'est le mot allemand qu'on a traduit par tonalité, tel que S-Ton, par exemple. Ça, essen, ça veut dire manger, donc exister en tant que ce qui doit être mangé. Et ce S-Ton, il est tel pour une certaine espèce et pas pour une autre. Et ça vaut pour les cultures humaines, parce que l'anthropologie a prouvé que telle chose qui peut constituer un aliment de choix pour telle culture peut être ignorée ou réprouvée pour une autre culture. Ça vaut à l'autre niveau ontologique, celui de l'humain et des cultures humaines. Mais c'est fondamental dans le monde animal. Donc, S-tone, c'est tonalité d'alimentation, exister en tant que nourriture. Vous voyez, donc ça fonctionne comme als, c'est en tant que. Ou bien exister en tant qu'habitation, c'est wohntone. Wohn, c'est habiter.
etc., etc. On peut le traduire aussi par pour habiter, pour manger. C'est ça la réalité. Une réalité qui motive l'animal, alors qu'un objet ne motive pas l'animal. Il n'entre pas en relation avec. Et c'est cette relation qu'on appelle en mésologie, qu'on appelle trajectivité. La trajection donne naissance à une réalité qui est trajective. La trajectivité de la réalité. Et cette trajectivité ne peut pas être réduite à l'objet. Le sujet intervient dans l'être même de cette chose. Le sujet est pris lui-même, le sujet au sens de celui qui éprouve. Le sujet est pris lui-même dans cette relation. Ça vaut pour l'animal, ça vaut pour l'humain, ça vaut pour les plantes aussi, comme on sent. Dans le dernier numéro de Science et Vie, je ne sais pas si vous pratiquez ce genre de lecture, il y a un gros titre, c'est le dernier numéro. Les plantes, elles sont intelligentes. Bon, c'est pour attirer l'acheteur, mais ce n'est pas des blagues. Hein, ça rend compte de recherches tout à fait sérieuses, tirées des revues les plus sérieuses, qui montrent que les plantes ont, alors moi je dirais une subjectivité, c'est-à-dire elles existent, elles se transmettent de l'information, etc., etc. Elles adaptent leur comportement. Donc, trajectivité. Dans un milieu, dans la réalité d'un milieu, les choses sont trajectives. Ce ne sont pas des objets. Un objet, c'est un en soi, comme dit la philosophie, un en soi avec un trait d'union. Et la vue moderne classique, c'est que sur cet en soi qu'est l'objet, le sujet projette des vues subjectives. Des vues subjectives unilatérales et arbitraires. Unilatérales et arbitraires. Là, on rencontre évidemment tout de suite le problème de sens. Et vous savez que dans l'étude du sens au XXe siècle, il y a eu deux grandes écoles. L'une dérivée, c'est devenu la sémiologie, dérivée des travaux de Saussure en linguistique, et l'autre, pas seulement dérivée, mais affirmée par Peirce, qui est la sémiotique. Et la grande différence entre les deux, entre la sémiologie et la sémiotique, c'est que pour la première, vous avez un rapport dyadique, c'est-à-dire à deux termes, entre signifiant et signifié, un rapport qui est censé être arbitraire, alors que dans la sémiotique de Peirce, vous avez un rapport triadique, parce qu'il y a nécessairement une interprétation en tant que. Bon, le point de vue de la mésologie, il est peircien, en ce sens-là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la sémiose dans ces processus sémiotiques c'est A est interprété en tant que B par un interprétant. C'est fondamentalement cela. Et l'interprétant, c'est un existant, qu'il soit vivant en général ou humain en particulier. Donc c'est un rapport triadique. Ça veut dire que la réalité de A et B, puisque A est saisi en tant que B par C, ou on va dire plutôt par I, puisque c'est un interprétant, voilà. Ça fonctionne comme ça. Et un autre point de rencontre entre la sémiotique peircienne et la mésologie, c'est que le processus de sémiose, c'est-à-dire ce qui donne de la signification, est un processus qui se poursuit indéfiniment.
parce qu'une signification à un moment t est réinterprétée à un moment t plus 1, et puis t plus 2, etc. Ça équivaut à ce que j'ai appelé tout à l'heure une suite trajective. Et c'est nécessairement historique, et à une autre échelle, c'est nécessairement évolutionnaire. C'est-à-dire que le sens que nous, en tant qu'êtres humains, appartenant à une certaine culture, à diverses échelles de culture, suppose toute une suite trajective antérieure qui a commencé avec la vie sur Terre. Vous voyez ? On ne peut pas s'en abstraire. Ça, c'est une vue, enfin, ça, c'est proprement la vue mésologique. Le sens que nous donnons aux choses n'est pas arbitraire, il est historique et évolutionnaire. Ça change complètement la perspective des études du sens.